Qu'est-ce qui a bien pu m'arriver pour qu'à 14, 15 ans, je décide de devenir psychologue? Surtout dans un pays où, à l'époque et encore même maintenant, la psychologie n'était vraiment pas vue comme, une science de personnes africaines. C'est une question qu'on me pose beaucoup. Il faut savoir que, derrière certains choix de carrière se cache parfois un drame ou une souffrance qu'on a vécue. En ce qui me concerne, en fait, mon choix d'études, a été déterminé par un drame que j'ai vécu à l'âge de 12 ans. C'était en 1993. Je me souviens vraiment encore comme si c'était hier. Ce matin-là, je me suis réveillée, j'avais mal partout. J'arrive pas à expliquer ça. C'est quelque chose qui est difficile vraiment à expliquer à quelqu'un quand il n'a pas vécu. Je me souviens juste que je me suis réveillée. Déjà, j'avais mal dormi et je faisais des cauchemars le matin. J'étais pas bien. Et puis, j'avais l'impression que tout était sombre, tout était noir à côté de moi et je regardais le ciel. Le ciel avait vraiment une couleur bizarre. Et je me souviens même, j'ai dit à ma mère: «Mais maman, le ciel est noir». Elle m'a regardée, elle a dit: «Mais comment ça, le ciel est noir?» J'ai dit: «Oui, le ciel est noir, le ciel est noir». J'avais vraiment un sentiment, un pressentiment qu'il y a quelque chose qui est bizarre dans la journée d'aujourd'hui. Tout était triste, tout était morne. Et je me souviens, je me suis habillée pour aller à l'école. Sur le chemin de l'école, j'ai rencontré une camarade de classe et je lui ai dit: «Est-ce que tu ne vois pas que c'est bizarre aujourd'hui?» Elle m'a regardée, elle me dit: «Mais comment ça c'est bizarre?» Je lui ai dit: «Quand tu regardes le ciel a quelle couleur?» Elle m'a dit: «Mais le ciel est bleu». Je lui ai dit: «Non, le ciel est noir. Comment ça se fait qu'il y a personne qui le voit?» Donc tu vois, j'étais un peu perturbée parce que j'avais l'impression que j'étais la seule à voir quelque chose que personne ne voyait et j'avais vraiment ce fort pressentiment que aujourd'hui là, il y a quelque chose qui ne va pas bien, qui ne fonctionne pas. Alors j'ai rebroussé chemin, j'ai dit: «Non, je ne vais pas à l'école, je vais rentrer». Je suis rentrée à la maison. Sur le chemin, j'arrive à la maison, il y a une de mes camarades, une amie qui était aussi une voisine. Je me rends compte qu'elle était avec sa sœur. Elle me regardait bizarrement et elle me dit: «Mais est-ce qu'il y a pas quelqu'un qui est mort chez vous?» Là, je m'arrête, je la regarde et quand elle a dit ça, sa grande sœur l'a tirée directement en arrière pour dire: «Tais-toi, tais-toi». Là, je me dis: «Mais pourquoi les gens, ils sont bizarres aujourd'hui comme ça?» Je l'ai regardée, j'ai dit: «Mais comment ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est mort chez nous?» «Non, personne n'est mort chez nous». Et là, je rentre à la maison. Curieusement, les minutes qui suivent là, ma mère, elle était déjà partie au travail. Les minutes qui suivent, je vois les oncles, les tantes, les gens qui commencent à arriver à la maison. Je me dis: «Mais qu'est-ce qui se passe?» On me dit: «Ta mère n'est pas là». Je dis: «Non, non, elle est allée au travail». Les oncles arrivent, les tantes arrivent, les voisins qui arrivent parce qu'il faut savoir qu'en Afrique, quand tu as un malheur, tout le monde peut entrer dans la maison. Donc tout le monde arrive pour t'assister. Donc la maison se remplit, la cour se remplit en fait. Mais jusque-là, je n'avais pas compris. Donc j'ai mes amis qui sont venus me disent: «Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a quoi chez vous aujourd'hui?» J'ai dit: «Ah vraiment, moi-même je ne sais pas. Parce que depuis ce matin-là, c'est bizarre. Le ciel est d'abord bizarre et puis les gens me posent des questions que je ne comprends pas. Bon, je vais attendre aussi et je vais voir qu'est-ce qui se passe». J'avais mes cousins qui étaient là, j'avais ma grande sœur qui était là et j'avais un de mes oncles aussi qui est arrivé. Et j'étais curieuse de savoir, je me disais: «Oh, peut-être il y a une cérémonie à la maison, peut-être il y a quelque chose et que nous les enfants, on n'était pas au courant». Donc je parle avec mes amis, on discute et je me souviens qu'à un moment donné, j'entends la voiture de ma mère. Donc elle arrive, elle klaxonne, on ouvre le portail, elle rentre, elle est passée à travers la foule tout doucement, tout doucement, tout doucement et elle est rentrée dans le salon. J'étais en train de parler toujours avec mes amis et à un moment donné, j'entends un grand cri. Là, c'était ma mère, j'ai reconnu sa voix. J'ai bondi directement. J'ai commencé à courir vers le salon parce que je voulais comprendre en fait pourquoi elle crie, qu'est-ce qui se passe? Et là, quand je bondis vers le salon, je me rappelle
d'une de nos voisines qui, tout d'un coup, elle a juste apparu devant moi comme ça et elle m'a attrapée. Elle m'a serré très, très fort. Je ne comprenais pas. Ça encore, c'est un signe de deuil parce que quand tu es endeuillé, avant qu'on ne t'annonce une mauvaise nouvelle, il faut qu'on te tienne. Il faut vraiment qu'on te tienne parce que on ne sait pas comment tu vas réagir. Tu peux avoir des mouvements émotionnels désordonnés, tu peux te faire mal. Donc, avant de t'annoncer une mauvaise nouvelle, il faut qu'on te tienne physiquement. Mais à ce moment-là, moi, je ne savais pas tout ça. J'avais 12 ans, je ne connaissais pas toutes ces choses. Donc, quand la voisine m'arrête très fort, je me débat. Je lui dis, mais laisse-moi, pourquoi tu m'arrêtes? Moi, je veux savoir pourquoi ma mère pleure. Pourquoi? Qu'est-ce que vous lui avez fait? Je disais ça en pleurant, en me débattant. Et c'est là que j'ai entendu la fameuse phrase. Comme dans un rêve, elle m'a dit, ta mère pleure parce que ton père est mort. Là, c'est comme si le temps s'était arrêté. Tu vois, c'est comme quand tu prends une photo et tu entends le bruit crac là de l'appareil. C'était comme ça. Donc, dès qu'elle a dit ça, le temps s'est figé. C'est comme si c'était un film qui venait de se terminer. Et j'ai senti à l'intérieur de moi un bruit, comme un tac. Tu vois, comme si on a débranché quelque chose. C'était très rapide. Et j'étais là, comme dans un brouillard, j'entendais cette phrase-là dans ma tête. Et la seconde d'après, j'avais l'impression que je venais d'entrer dans une nouvelle dimension. Tu vois, c'est comme si je quittais un monde pour entrer dans un nouveau monde. Et je regardais les gens pleurer. Je m'entendais même pleurer, je me souviens. Je m'entendais crier. Mais c'est comme si ce n'était pas moi. C'est comme si j'étais sortie de mon corps et que j'observais la scène. Je me voyais pleurer, je me voyais crier, je voyais tout le monde pleurer, mais j'avais l'impression qu'il y avait une barrière entre tout ce que je vois là et moi-même. Le deuil, surtout quand on est un enfant, c'est terrible. C'est vraiment terrible. C'est pas juste parce qu'on perd son père, c'est pas juste parce que c'était mon père, non. Pour comprendre pourquoi ça a été un traumatisme, c'est que il y a ce qu'on appelle la mort subite. C'est-à-dire que quand quelqu'un décède de manière inattendue, que la personne n'était pas malade, qu'il n'y avait rien qui aurait pu prévoir que ça allait arriver, et qu'en plus tu entends les bruits, les chuchotements, comme quoi ce n'était peut-être pas naturel, mais le deuil, en fait, va se compliquer à cause de toutes les questions que tu te poses. Tu dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que ça fait pas de sens. Pour moi, ça ne faisait pas de sens. La dernière fois qu'on s'était parlé, il m'a dit, avance à la maison avec ta maman. J'arrive. Je termine ce que j'ai à faire ici et puis je viens te chercher. Donc pour moi, c'était ça. Il m'a dit, j'arrive. Et là, maintenant, on me dit que, quoi, mon père est mort, mais mort comment? Qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs? Non, non. Pour moi, c'était non, 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 c'est pas possible. Je ne pouvais pas accepter. Pour comprendre, on va revenir un peu dans mon enfance. Il faut savoir que j'ai eu une enfance très, très heureuse. Vraiment. J'ai grandi dans une famille polygamique et contrairement à ce que peut-être quelques personnes pourraient penser, hein, j'ai pas vraiment été impactée négativement par cela. Et je me dis que c'est parce que j'avais aussi un papa qui a bien géré sa polygamie, c'est-à-dire que chaque femme était chez elle, tout était bien structuré. Et je pense que, bon, le fait que c'était aussi un homme assez influent, qui avait beaucoup d'argent et qui avait de très bonnes capacités de leadership, ça a aidé à ce que les choses se passent quand même plus ou moins bien. J'ai tout eu. Franchement, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu des parents qui étaient attentionnés. J'ai eu des parents qui étaient présents pour moi. J'ai eu de l'affection. Ils avaient du temps à m'accorder. Jamais, je me suis jamais sentie mise de côté. Jamais. Jamais. J'ai été tellement heureuse. C'est comme si mon enfance était un paradis. Tout était bien. Tout était bien. Je n'ai jamais manqué aussi, parce que là, je parle de l'affection, mais je n'ai pas manqué
aussi de matériel, j'ai pas manqué financièrement, j'avais des amis, j'avais un bon cercle social. J'étais la fille d'un homme quand même assez connu, influent dans ma communauté. J'appartenais à ce qu'on pouvait appeler à l'époque une très bonne famille. Donc oui, mon enfance était vraiment chouette, très, très chouette. Autre chose aussi que je veux dire sur mon père parce que quand je l'ai perdu, j'en ai beaucoup souffert. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas seulement été un père, mais il a été, quelqu'un qui m'a beaucoup encadrée. C'est-à-dire que, il m'apprenait à comprendre le monde. Il donnait du sens à mes expériences. Par exemple, il était très attaché à la famille. Quand je rencontrais une nouvelle personne, chaque fois, il me demandait: «Est-ce que tu sais qui c'est?» Surtout quand c'était un membre de la famille. Pour lui, c'était important que quand tu ailles dire bonjour, que tu saches à qui tu dis bonjour. Donc, je devais lui dire, est-ce que c'est mon oncle, c'est ma tante, c'est ma cousine, c'est mon cousin. C'était un peu comme un rituel. Et ça m'a beaucoup aidée parce que très petite déjà, je me souviens à l'école primaire, je connaissais très bien ma famille paternelle et même maternelle parce que j'avais cette habitude-là à chaque fois que je rencontre une nouvelle personne, qu'on me demande: «Mais est-ce que tu sais qui c'est?» Et quand je ne le savais pas, il me disait qui c'était. Donc il m'a vraiment beaucoup aidé à bien comprendre ma famille. Il m'a aidé aussi à comprendre quel est le nom que je porte, parce que j'ai le nom de sa maman. Il m'a aidé à comprendre pourquoi il m'a donné ce nom-là, qui je suis dans la famille et ça a vraiment participé à développer mon identité. Ma valeur personnelle, elle s'est basée sur mon lignage, sur ma famille, la fille de qui je suis, la famille à laquelle j'appartiens. Donc moi, mon estime de soi ou ma valeur personnelle, dès le départ, a été rattachée à ça. Ça n'a jamais été rattaché aux études, au diplôme ou même à quoi que ce soit d'autre. Non, c'était très ancré dans la famille. Et d'ailleurs, même quand il était là, parce qu'il voyageait beaucoup, c'était un homme d'affaires qui avait plusieurs entreprises. Quand il était là, on allait souvent en week-end au village. Pourquoi au village? Parce que pour lui, c'était important que ses enfants gardent leurs racines. On vivait à 20 minutes de la ville, donc c'était pas très loin. Mais quand même, à chaque fois que c'était possible, on allait au village le vendredi et on revenait en ville le dimanche. Pourquoi? Parce qu'une fois au village, le lendemain, on se levait avec lui, on faisait la tournée des oncles, des tantes, des grands-pères, des grands-mères. Et je me rappelle encore, à chaque fois qu'on arrivait devant une concession, il me dit, bon, dis-moi, on va chez qui comme ça? Il me posait la question un peu comme une devinette et je devais lui dire où est-ce qu'on va. Parce qu'aujourd'hui, je suis capable de me lever et d'aller dans mon village sans aucun problème. Je sais où ça se trouve, je sais qui est qui, je sais où vit tel oncle, telle tante et ça, c'est depuis que je suis petite, qu'il m'a appris ça. Donc, c'est un papa qui était très axé sur l'éducation culturelle. Par exemple, quand je voyais des rituels de danse ou même les vêtements traditionnels, les choses comme ça, et que je lui demandais, mais qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi on porte ça? Il m'expliquait. Il prenait toujours le temps de m'expliquer ce que je voyais. Il prenait le temps de m'expliquer à quel point notre culture était importante, à quel point il ne fallait pas oublier d'où on vient. Hein. Et pour moi, ça, c'est quelque chose qui a façonné complètement ma manière de voir les choses. Donc, c'est un papa qui était très, très ancré dans sa culture et ses traditions, mais qui a aussi pris le temps. Il a pris le temps d'être à mon écoute. Il a pris le temps de me donner des réponses à mes questions. Il a pris le temps de transmettre ce qu'il estimait être important pour que je ne sois pas perdue, pour que j'ai des repères, pour que même si je vais à l'école, je n'oublie quand même pas d'où je viens. Et même d'ailleurs, tu sais, quand j'étais petite, il me parlait toujours en langue maternelle. On parlait en français peut-être quand il y avait des étrangers pour ne pas, voilà, les mettre mal à l'aise, mais la langue qu'on parlait principalement avec lui, c'était la langue maternelle. Et d'ailleurs, même, j'étais trilingue à l'époque, je parlais la langue maternelle, mais je parlais aussi le dialecte d'un village d'à côté très bien et je parlais le français. Et c'était une expérience vraiment, quand j'y repense aujourd'hui, c'est quelque chose de magnifique parce que quand tu apprends le monde avec ta langue maternelle, c'est différent. Le français, on ne peut pas tout traduire en français. Mais tout ça, c'est des choses qu'il a mis en place.
Ce sont des choses qu'il a inculquées. Papa et maman avaient des rôles différents. Donc maman avait son rôle à part. Lui, son rôle, c'était beaucoup plus cette éducation culturelle-là et aussi le fait de t'aider à développer une identité forte, d'être fier de toi en fait. Et ça, c'est le père que j'ai eu. C'est un père qui était, il était là, il était affectueux. À chaque fois que j'entendais sa voix, c'est comme si le paradis était ouvert. Ça illuminait ma journée, juste le voir, l'entendre rire, l'entendre sourire. Pour moi, c'était mon modèle de vie parce que c'était un homme qui était très craint, c'était un homme qui était respecté. Et je me rappelle encore quand il rentrait dans une pièce, je voyais encore les gens qui se levaient, ils enlevaient leur chapeau en signe de respect. Ils parlaient avec lui. Il était très, très généreux. Il était très généreux. Il avait toujours du temps. Je me souviens parfois, on roulait comme ça en ville, il s'arrête et demande au chauffeur de s'arrêter parce qu'il y a des gens qui l'ont vu et qui veulent lui dire bonjour. Alors, il s'arrête, il descend de la voiture, il parle avec eux. C'est des souvenirs que j'ai. Il était très accessible, malgré son statut, malgré tout l'argent qu'il avait. C'était un homme qui était resté près des gens. Et c'est quelque chose que, voilà, il nous a aussi appris. Parlons même aussi de l'école. Parce que moi, j'adore la lecture, j'adore l'écriture aussi. Et mes deux parents étaient des sportifs professionnels de haut niveau. Donc, mon père a fait carrière dans le football. Et après, bon, il est devenu entrepreneur. Il avait sa propre équipe de foot aussi. Et ma mère était une athlète. Donc, j'ai eu des parents qui étaient passionnés de nature. Ce qui veut dire que pour eux, ils ont encouragé la passion. Pour eux, la passion, c'était quelque chose de normal. Et mon papa, par exemple, quand il s'est rendu compte que j'aimais lire, un jour, j'étais dans son bureau avec lui. Il avait une petite poubelle où il mettait des papiers. Tu vois, dans le bureau, parfois, tu écris et des papiers que tu n'utilises pas, tu froisses, tu jettes dans la corbeille. Et moi, quand il avait des visiteurs, bon, pour passer le temps, j'allais où il y avait la poubelle, j'ouvrais un peu tous les papiers qu'il avait jetés. Alors, il s'est rendu compte que je lisais tout, donc j'ouvrais, je déballais les papiers, je lisais, je lisais. Et il m'a appelé, il a dit, tu aimes lire? Je lui ai dit, oui, j'aime lire. Il m'a dit, est-ce que tu as déjà lu tous les livres de classe qu'on t'a achetés? J'ai dit, oui, j'ai tout fini, j'ai déjà tout lu. Il m'a dit, ok. Il a pris ma main, on a traversé la rue, il y avait une librairie pas loin. On est arrivé là, il m'a pris un livre. J'étais tellement contente. Et il m'a dit, bon, tu vas lire, mais quand tu as fini, tu me racontes ce que tu as compris, d'accord? Et c'est seulement après ça que je t'achète encore un autre livre. Donc, c'est comme ça qu'il m'a appris à non seulement lire, mais à restituer ce que j'avais lu. Donc, quand j'avais fini de lire, je lui disais, j'ai fini. Il me dit, ok, viens, mets-toi devant moi et tu m'expliques un peu ce que tu as lu. Alors, je me mettais devant lui, fièrement, et je commençais à parler. Et tu sais, quand tu es petite, là, tu parles avec des émotions, tu parles vite. Lui, il me disait, non, 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 non. Calme-toi, explique doucement. Il faut que tu commences par le début, que tu racontes bien ton histoire pour que je puisse comprendre. Donc, il m'a appris justement à structurer mon discours, ma façon de parler. Il me disait toujours, n'aie peur de personne. Tiens-toi droit. Regarde droit devant toi. Et tu parles, tu n'as peur de personne. Même si je te trompe, ce n'est pas un problème. C'est comme ça que j'ai commencé à parler, à avoir de l'aisance, à parler devant lui, à parler devant d'autres membres de la famille, à restituer ce que j'avais lu dans les livres. Et c'était pareil avec l'écriture. Il s'est rendu compte que j'aimais écrire, j'écrivais partout, sur les fauteuils, les murs, un peu comme tous les enfants. Et parfois, j'écrivais même sur ces documents. Et il m'a demandé si j'aime l'écriture, si ça me plaît d'écrire comme ça. J'ai dit oui. Il m'a acheté tout ce dont j'avais besoin. J'avais une grande trousse avec des stylos, j'avais des cahiers pour écrire. Donc, c'était un papa qui était très attentif à aux choses que j'aimais, à mes habiletés. Il faisait tout pour que je ne manque de rien pour pouvoir les développer. Donc, pour moi, c'était un repère, c'était un modèle. Et chaque fois que je le regardais, même sa manière de marcher, je me disais, waouh, il avait de la prestance, il était élégant, et je me disais, quand je vais grandir, quand je serai grande, je serai comme lui.
Un jour, je lui ai dit ça. Un jour, il avait je sais pas ce qu'il était allé faire. Il était dans un coin de son bureau là. Alors, je me suis assise un peu comme lui et je l'ai regardé. Il s'est retourné, il a souri, il m'a dit: «Oh, donc comme ça maintenant, c'est toi le chef?» Je lui ai dit: «Oui, je suis toi maintenant et quand je serai grande, je serai exactement comme toi». Il m'a regardé et puis il est revenu vers moi tout doucement et il m'a dit: «Non, tu seras pas comme moi, tu seras plus que moi, beaucoup plus que moi. Est-ce que tu as compris?» J'ai dit: «Oui». Quand, on perd un père comme ça, on se remet pas. On ne peut pas se remettre parce que je me suis construite autour de lui, je me suis construite autour de tout ce qu'il m'a appris. Il était un peu comme la lumière sur mon sentier et puis j'étais encore très jeune. J'avais encore besoin de mon père. Donc c'était un désastre psychologique, un désastre. Donc pour revenir au deuil, quand j'ai appris justement après cette fameuse phrase que ton père est mort, je me suis dissociée. C'est avec le temps, avec les études en psychologie que j'ai compris ce qui m'était arrivé. Le choc était tellement violent que je me suis dissociée. Je ressentais plus rien. J'étais même pas là. Je me rappelle, pendant les obsèques, je voyais la famille pleurer, tout ça, mais pour moi, je me disais, bon, c'est pas lui. C'est pas lui parce qu'il m'a dit qu'il arrivait, il m'a dit de l'attendre et il m'a jamais menti. Il ne m'a jamais menti. Il peut pas me dire ça et puis il ne revient pas. Non. Je me suis dit, sûrement qu'il va débarquer à un moment donné et tout le monde va se rendre compte que c'est une erreur, que c'est pas lui en fait. Donc pour moi, je me suis accrochée à cette idée, à ces dernières paroles. Et même à l'enterrement, je voyais le cercueil, je voyais, mais dans ma tête, c'était non, c'est pas lui, c'est pas lui. Le plus dur a même commencé après l'enterrement parce que pendant le deuil, tu es entouré, la famille est là, tout le monde est là, on pleure, il y a toujours des gens autour de toi. Mais je me souviens quand même quand on a commencé à mettre le cercueil en terre, j'ai ressenti quelque chose parce qu'il fallait venir jeter la terre. Et là, j'ai eu froid, j'ai eu froid. Je me suis dit, j'espère que c'est pas vrai. Et je dis, j'espère que il faut que tu te montres parce que là, les gens sont en train de dire que c'est toi qu'on est en train d'enterrer, c'est pas toi. Donc je parlais dans ma tête, je disais: «Il faut vraiment papa que tu reviennes parce que la blague que tu es en train de faire, elle a trop duré. Les gens, ils sont maintenant en train d'y croire. Regarde, ils sont en train d'enterrer quelqu'un». Et oui, j'ai jeté la terre, mais pour moi, dans ma tête, je disais: «Non, c'est pas lui». Donc on a fini et c'est quand on est rentré, c'est quand le deuil finit là, on rase la tête, on fait les rites de veuvage, les rites pour les orphelins. C'est là où tu te dis: «Mais attends, il y a quelque chose là qui est en train de changer là». Déjà, on me rase le crâne. Ensuite, tu dois seulement mettre du noir parce que c'est le signe de deuil, tu dois porter le deuil. Ça, c'est déjà des changements qui commencent à te dire: est-ce que cette histoire-ci là, finalement, est-ce que c'est vrai?» Donc après ce rituel-là, on est revenu, heu, à la maison et ça a été dur le retour à l'école. Même le retour au quartier parce qu'après tu sors de la maison, tout le monde te regarde: «Mes condoléances, mes condoléances». Tu comprends pas. Je suis arrivée à l'école, mes camarades de classe me regardaient, tu vois, avec pitié, empathie: «Oh vraiment, j'ai appris pour ton père, mes condoléances». Je disais: «Merci», mais j'étais pas vraiment là. C'était juste par politesse. Je me disais: «Oh mais bon, vous savez, c'est ce que les gens pensent, hein. Moi, mon papa, il n'est pas décédé. Ça, c'est vous qui pensez ça. Moi, mon père, il est en vie».
Donc, après le deuil, me voilà, je retourne à l'école. Déjà, les gens me regardent bizarrement, mes camarades de classe. Évidemment, j'avais le crâne rasé et j'avais beaucoup changé, j'avais beaucoup maigri aussi, j'étais différente. Et beaucoup n'osaient pas trop s'approcher de moi. On disait juste, oh, mes condoléances. J'avais des professeurs aussi, des enseignants qui m'ont dit mes condoléances, vraiment. J'ai dit merci. Mais ce qui était difficile pour moi, c'est qu'il y a eu l'absence. J'ai commencé à ressentir l'absence. Parce que souvent, je savais que mon père pouvait venir me chercher à la sortie de l'école. Et je me suis rendu compte que ça, c'était fini. Et mes camarades, quand elles discutaient entre elles ou quand j'étais là aussi, c'était: «Oh, mon papa m'a acheté ceci, mon père a fait cela». Je me sentais bizarre parce que il y a encore quelques mois, j'avais ce genre de discours aussi. Donc je me sentais incluse dans ce genre de conversation parce que j'avais un père. Je disais aussi: «Oui, mais moi, mon père, il a plutôt dit ci, il va m'acheter ci, il va arriver, il va». Et là, quand j'entendais des conversations qui tournaient autour du papa, je me retirais. Je restais dans mon coin. Je commençais à m'isoler et à l'époque, j'étais au lycée Leclerc, j'étais en 5e et on avait inauguré une nouvelle bibliothèque et comme j'aimais lire, alors je passais mon temps à la bibliothèque. Toutes les pauses, je voulais plus être avec mes amis, je voulais plus. Je fuyais, j'allais à la bibliothèque, je lisais et j'empruntais des livres. Une fois à la maison, dès que j'avais fini ce que j'avais à faire, enfermée dans ma chambre, je lis, je lis, je lis. Je m'étais créé un monde à moi où je me sentais en sécurité parce que j'avais perdu ma base de sécurité. J'avais perdu ma base de confiance. J'avais perdu tout mon monde. Alors je me suis dit, je vais me recréer un monde à moi où je me sens comprise. Donc j'ai commencé à lire, mais je n'allais toujours pas bien parce que je perdais du poids, j'étais triste, j'étais tout le temps malade. Et oui, on a fait des rituels de deuil pour m'accompagner, la famille a été là, ils ont fait ce qu'ils pouvaient, mais ils se sont très vite rendus compte que ça n'aidait pas. On ne savait plus quoi faire. On m'a amenée chez pas mal de médecins, mais à chaque fois, les médecins disaient, elle n'est pas malade, c'est le chagrin. Et moi, j'étais fâchée parce que je me disais: «Mais c'est quoi les médecins là qui ne savent pas donner le nom de ma maladie?» parce qu'ils disaient que je suis pas malade alors que je suis malade. Moi, j'étais convaincue que j'étais malade. Tu vois? Parce que la douleur que je ressentais, c'était comme quand on arrache ton cœur à main nue. C'est comme si on avait arraché mon cœur et que je le regardais en fait saigner à grosses gouttes. C'est comme ça que je ressentais ça. C'est comme s'il y avait un grand vide dans mon cœur et ce vide-là me faisait tellement mal. C'est juste un genre de douleur, tu peux pas expliquer ça en fait. Il y a même pas de mots assez forts pour expliquer ce que tu ressens. Ça faisait mal. J'avais mal, j'étais triste, j'étais en colère, j'avais tous les sentiments qui se mélangeaient en moi et je me demandais: «Mais quel est le médicament qui peut me soigner?» Je me disais: «Si on m'amène à l'hôpital, il faut que le médecin trouve le médicament parce que ça fait trop mal. Comment on fait pour ne plus souffrir? Comment on fait ça?» Et c'est en cherchant justement des réponses que un jour, j'avais un voisin qui faisait des études en psychologie, un grand frère, il était de très, très loin mon aîné. Je parlais souvent avec lui, je me confiais souvent à lui et j'ai emprunté un jour un des livres qu'il avait qui s'appelait «L'interprétation des rêves» de Freud. Parce que j'avais des cauchemars, je faisais des cauchemars où je voyais mon père, où je le suivais dans la rue, je lui disais: «Attends, attends, ne pars pas, attends-moi» et je voulais comprendre pourquoi je fais tout le temps ce genre de cauchemars. Alors, j'ai pris ce livre, je l'ai lu. Ça m'a beaucoup aidée parce que j'ai commencé à comprendre un tout petit peu pourquoi je faisais ces rêves-là. Et puis après, j'ai pris un second livre, je crois que c'était Deuil et mélancolie. Et je me rappelle ce jour-là, je suis rentrée à la maison, je l'avais déjà un peu feuilleté sur le chemin. Je suis rentrée à la maison, j'ai commencé à le lire dans la soirée. Plus j'avançais et plus j'avais le sentiment que mais cette personne me parle parce que les mots qui étaient utilisés étaient exactement ce que je vivais. C'est-à-dire que pour la première fois depuis le deuil,
j'ai lu quelque chose qui touchait mon vécu. J'ai eu l'impression que, oh, mais c'est ça que je vis. J'ai dit, mais oui, oui, c'est ça même, c'est ça. Je lisais, je me disais, oui, c'est ça là même que je suis en train de vivre, c'est ça que je vis. Et j'étais tellement subjuguée que j'ai dit, je vais pas laisser ce livre-là, je vais lire jusqu'au matin. Toute la nuit, j'ai lu. J'ai lu la mélancolie, quand tu perds un être cher, tout ce que tu ressens, la souffrance. Et je me suis dit, waouh, enfin, quelqu'un qui me comprend. Tu vois? Et je me suis réveillée le matin, j'ai dit: «Je connais pas ce Freud-là, mais moi, je serai psychologue. Ça, c'est le métier que je veux faire». Parce que depuis le deuil, je m'étais jamais sentie apaisée, j'étais tourmentée. J'étais tourmentée, je dormais pas, j'étais triste, je cherchais mon père partout, dans la rue, je cherchais à entendre sa voix, je cherchais partout. J'étais traumatisée. J'étais traumatisée parce que quand on rompt un attachement comme ça, qui est si fort de manière brutale, oui, tu vas être traumatisé. Comment tu peux pas t'en sortir aussi facilement? Et j'avais le sentiment aussi que personne ne comprenait ma manière de souffrir. C'est-à-dire que on comprenait que j'avais mal. On comprenait que, oui, cette petite fille-là, elle a perdu son papa, elle est en train de souffrir. Tout le monde comprenait mon chagrin. Mais ce que les gens ne comprenaient pas, c'est pourquoi ça dure autant? Pourquoi ça la détruit autant? Pourquoi elle est en train de partir? On ne comprend pas pourquoi. C'est cette partie-là que la famille comprenait pas. Ils étaient un peu démunis par rapport à ça. Et moi, j'étais frustrée parce que je me dis, personne ne comprend ma manière de souffrir. Il y a même des tantes parfois qui venaient me dire, oh, tu sais, vraiment, on va faire comment? C'est la volonté de Dieu. Il faut accepter, il faut faire comme ça. Accepte seulement. Et moi, ça me mettait en colère. Je veux dire, tu ne peux pas dire à quelqu'un qui a eu un deuil suite à une mort subite que c'est la volonté de Dieu. Moi, je me disais: «Non, non, non. Quelle volonté de Dieu ne peut pas permettre ça. Il ne peut pas permettre ça. Ce n'est pas la volonté de Dieu». Donc moi, ça me mettait en colère parce que les paroles habituelles d'encouragement, de fatalisme, si on peut dire ça, voilà, c'est là, tu n'y peux rien. Ça fait du sens. Oui, avec du recul, je l'ai compris. Mais sur le coup, ça ne faisait pas de sens. Pour moi, c'est comme si on banalisait ce qui s'était passé. Tout ce qu'on me disait autour là, ça ne trouvait pas écho chez moi et j'étais pas bien. J'étais pas bien parce que la vie m'avait pris ce que j'avais de plus précieux. La vie m'avait enlevé, je disais même d'ailleurs à l'époque que j'ai perdu mon oxygène. Je considérais mon père comme le point de départ de tout, l'alpha et l'oméga parce que pour moi, c'est lui qui me donnait la direction. C'était mon repère. C'était ma protection, c'était ma sécurité, c'était mon identité, c'était tout. L'affection, je l'avais. J'avais peur de rien. Quand il était en vie, j'avais peur de rien. J'avais une confiance en moi à 1000% parce qu'il était là, parce qu'il me l'a appris. Il m'a construite comme ça. Il m'a construite comme ça. Et comme j'ai dit au départ, je porte le nom de sa maman, donc je pense que ça nous a aussi beaucoup rapprochés. Et me lever un matin comme ça et qu'on me dise: «Ton père est mort». Et voilà, c'est ce qui m'a amenée à être psychologue. Donc j'ai, terminé mon secondaire, j'ai eu mon baccalauréat et direct université. Je me suis inscrite en fac de psycho parce que je me suis dit: «C'est ma porte de sortie. C'est pour ne pas mourir». Ouais, ça m'a sauvé la vie. Ça m'a sauvé la vie. Une fois que j'ai obtenu mon baccalauréat, après le lycée, me voilà donc, qui m'inscrit en première année d'université à Yaoundé et j'étais en fac de psycho parce que comme j'ai dit, pour moi la psycho c'était décidé et j'avais dit: «J'allais être psychologue» et surtout
Je voulais être cette psychologue-là justement pour ma communauté, pour ma culture. Il faut savoir qu'à cette époque-là, la psychologie, c'était vu vraiment comme une science de blanc. Il n'y avait pas beaucoup de personnes qui s'intéressaient à ça. Et d'ailleurs, même maintenant, ça change un peu, mais bon, à l'époque, quand même, dans les années 90, c'était vraiment encore très rare de voir un jeune qui termine le lycée et qui dit à ses parents, je veux faire psychologie. Donc voilà que je m'inscris à l'université, je fais un an. Après, je m'envole pour la Belgique. Donc, j'arrive en Belgique en 1999 où je m'inscris de nouveau en psychologie, je continue mes études. Et là, ça a été encore un parcours qui est très intéressant parce que j'arrive avec cette passion-là de la psychologie parce que pour moi, elle explique les choses. Elle met des mots sur des réalités. Et je me dis, waouh, je vais aimer mes cours. Et j'aimais tellement les cours justement que je ne ratais pas. Même quand j'étais malade, je me souviens, même étant grippée, je me disais, je vais aller au cours. Je ne peux pas rater les cours. Et je n'aimais pas lire des cours quand je n'avais pas été là. J'aimais écouter le professeur. J'aimais être assise et l'écouter parler. Donc, j'arrive à l'université en Belgique et le premier choc que j'ai, c'est de me rendre compte que je suis la seule étudiante noire, africaine dans bon, pas sur le campus, mais en fac de psycho. Waouh, je me souviens, mon premier cours, j'étais choquée. Parce que j'arrive là, je regarde autour de moi, il n'y a que moi. Je me dis, waouh, je suis la seule ici. Mais il y avait quand même d'autres étudiants étrangers aussi, africains, mais ils étaient dans d'autres orientations. Donc, il y avait des jeunes qui étaient en pharmacie, des jeunes qui faisaient médecine, et il y en avait qui faisaient ingénierie aussi. Donc, on était quelques étudiants africains, mais j'étais la seule à étudier la psychologie. Donc, le premier choc passé, voilà, moi, j'aime beaucoup la psycho. Je vais au cours, les 2 premières années, tout se passe bien. Et à partir de la troisième année, c'était déjà les spécialisations. Et là, je me rends compte d'une chose, c'est que on n'aborde pas beaucoup les différences culturelles dans les cours. Donc, on t'explique le fonctionnement de l'être humain, on t'explique pas mal de choses, mais j'étais souvent sur ma faim pendant certains cours où j'avais le sentiment que dans d'autres pays, dans d'autres cultures, on a des manières différentes de voir les choses, des manières différentes de souffrir, des manières différentes de voir ce que c'est que le soin, de concevoir le soin en fait. Et je discutais beaucoup avec certains de mes professeurs et même pendant les travaux pratiques. Et je partageais mon point de vue. Je disais, mais je suis frustrée parce que j'ai l'impression que on ne prend pas assez en compte le fait qu'il y ait des différences. Et un jour après un cours de psychopathologie, en psychologie clinique, je suis allée voir le doyen de ma fac, de ma faculté. C'était aussi un immigrant. Et je lui ai fait part de mon malaise. Je lui dis, oui, monsieur, j'aime beaucoup la psychologie. Vous savez que j'aime beaucoup la psychologie. Mais je ne sais pas comment faire parce que je suis frustrée, je suis frustrée. Je n'arrive pas à me reconnaître dans beaucoup de choses. Et c'est là où il me dit, mais peut-être que tu as choisi la mauvaise spécialisation. Ce qui serait bien pour toi, c'est peut-être d'aller dans cette autre spécialisation où il y a la psychologie interculturelle, l'anthropologie, la psychologie sociale, la psychologie clinique. Parce que moi, au départ, c'était la clinique. Mais je me suis rendu compte que c'était peut-être pas tout à fait ce que je recherchais. Et c'était un très bon conseil parce qu'après, quand j'ai commencé à faire des cours et que j'ai changé de spécialisation, j'ai réalisé que j'étais vraiment comme un poisson dans l'eau. Parce que dans cette spécialisation-là, aujourd'hui, je pense qu'on appelle, c'est la psychologie interculturelle et sociale, je pense aujourd'hui. On parlait de tout. On parlait, des contacts des cultures, de comment les gens sont différents, des problèmes qu'on peut rencontrer dans différentes sociétés, comment est-ce que les groupes, en fait, se mobilisent pour gérer leurs problèmes. On avait des séminaires et là, je me suis dit: «Voilà, c'est ça que je veux faire, c'est ça que je veux faire» parce que, ailleurs, c'est différent et c'est important de savoir que la psychologie, elle n'est pas unique. Il y a plusieurs branches en psychologie, il y a plusieurs manières d'observer un phénomène. Donc, à partir de ce moment-là, je me suis dit, c'est vraiment dans cette orientation-là que moi, je veux aller. Et voilà, je termine mes études en 2004, donc je suis devenue psychologue à 23 ans. Donc, me voilà fraîchement diplômée, psychologue à 23 ans, je commence à chercher du boulot et je me suis rendu compte que ça n'allait pas fonctionner.
n'allait pas fonctionner parce que j'étais très jeune. À chaque fois que je postulais, on me disait: «Non, tu es trop jeune, tu es trop jeune» et un jour, il y a un monsieur qui qui m'avait reçu, c'était pour un poste. On n'a même pas fait l'entretien. Il a commencé à me poser des questions: «Tu viens de quel pays? Pourquoi tu as choisi la psycho?» Donc j'ai commencé à lui parler et il me dit: «Je vais te dire la vérité, tu es trop jeune». Et je disais: «Mais oui, mais jeune, diplôme». Il a dit: «Non». Il a dit: «C'est pas ça. Dans ce métier, il faut de la maturité, il faut de l'expérience de vie. Tu n'as pas d'expérience de vie, tu es trop petite». Et il m'a pris un exemple, il m'a dit: «Mais imagine un couple de 45, 50 ans, ils vont jamais accepter de venir te consulter. Parce que qu'est-ce que tu en sais du couple? Qu'est-ce que tu en sais du mariage? Tu es trop jeune». Donc il m'a vraiment expliqué et il m'a dit: «Retourne à l'école. Si tu peux même faire un doctorat, mais il faut que tu continues à étudier parce qu'un bon psychologue, ce n'est pas seulement quelqu'un qui a un diplôme. C'est quelqu'un qui a aussi de la maturité, qui a aussi une certaine expérience de vie». Et ça m'a beaucoup aidé ce feedback-là à comprendre que oui, c'est un métier quand même où il faut une certaine expérience de vie. Le diplôme, à lui seul, n'est pas suffisant. Donc, je suis retournée à l'école, donc j'ai continué, j'ai fait un autre master en ressources humaines. Après, quand j'ai terminé, je voulais même faire un doctorat déjà à ce moment, mais je voulais déjà travailler. J'étais fatiguée d'étudier, j'étais pressée de travailler, d'avoir des patients et tout ça. Donc après ça, j'ai travaillé quand même dans pas mal de domaines. D'ailleurs, j'ai fait mes stages en psychiatrie et en clinique interculturelle. C'était très intéressant d'avoir les deux versants de la chose et cela m'a renforcée dans l'idée selon laquelle je préfère quand même travailler dans l'interculturel parce que je me retrouve un peu plus là-bas. Donc après ça, en ce qui concerne ma carrière, oui, j'ai travaillé dans beaucoup de domaines, hein, comme, la psychologie des organisations, la psychologie de la santé mentale, la santé publique et je me rendais compte aussi progressivement que dans mon environnement, même à l'étranger, la communauté africaine rejetait toujours la psychologie. Je me souviens pendant mes études, tout le temps, à chaque fois que je rencontrais un nouvel étudiant africain, il me disait: «Tu fais quoi comme étude?» Je dis: «Psychologie». Il dit: «Ah, tu es noire et tu fais psychologie. Noir et psy là, toi quand tu entends ça, est-ce que ça donne? Est-ce que ça fait du sens pour toi? Comment tu peux être noir et tu fais psychologie? Ça ne marche pas. Une noire ne peut pas être psychologue». Donc déjà à partir de ce moment, j'avais tout le temps des retours selon lesquels mon choix d'études ne cadre pas avec mes origines culturelles. Noir et psy, non, 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 vraiment, on n'a jamais vu ça. Comment tes parents acceptent ça? Tu gaspilles l'argent de tes parents. Tu vas pas travailler. Il y a même une tata à l'époque qui m'a dit: «Mais toi, tu vas soigner qui? Qui va venir te voir? Les Africains ne consultent pas. Les psys, c'est pas pour nous. Et puis, les Européens, ils viendront pas te voir parce que tu n'es pas de leur culture. Ils vont pas s'identifier à toi. Donc, au final, tu es en train de perdre ton temps». Tu vois? Donc, j'avais tout le temps comme ça des retours, mais je ne me suis pas découragée. Je me suis dit: «Je crois en ce que je fais. Je suis sûre qu'un jour, un jour, on va commencer à comprendre dans nos communautés que la psychologie, la santé mentale, ce n'est pas que pour les blancs, comme on dit, c'est pas que pour les fous. Donc j'ai continué et je sensibilisais à chaque fois que je pouvais parce qu'avec mon bagage académique, j'arrivais à comprendre déjà pas mal de personnes qui m'entouraient, ce qui m'aidait à leur donner parfois des feedbacks. On disait: «Oh, j'ai tel problème, je vais appeler Yann pour lui en parler», mais parce que justement, j'avais ces outils-là. Ils savaient peut-être pas que c'est parce que j'avais aussi ces outils-là que je pouvais les aider, mais j'évitais d'utiliser la psychologie parce qu'ils allaient tous fuir et dire: «Non, non, on n'est pas fou, on n'est pas fou». Donc j'ai vraiment pris conscience en ce moment qu'il faut beaucoup, beaucoup, sensibiliser à la santé mentale dans nos communautés. Hem, dans les années 2010-2012 là, que je crois que c'est quand Facebook a commencé, les réseaux sociaux. Moi, j'étais pas très réseaux sociaux, je savais même pas ce que c'était. Déjà, je me méfiais beaucoup de ça et puis j'ai rencontré, un ami, une personne qui est devenue un ami, heu, qui m'a dit: «Mais tiens, tout ce que tu dis est super intéressant. En plus, tu écris bien». Parce que j'écrivais beaucoup d'articles, je partageais aux gens que je connaissais pour qu'ils lisent, me donnent leur feedback. Ils me disaient: «Mais toi, tu écris très bien. Ce que tu dis est très pertinent». Alors je me suis dit: «Mais je vais créer un site web où je vais commencer à publier des articles».
Et puis il m'a dit: «Non, tu peux faire mieux. Fais un blog et crée une page Facebook. Je suis sûre que tu vas faire un malheur». J'ai dit: «Mais comment ça je vais faire un malheur?» Il me dit: «Non, parce que ce que tu connais là, c'est important pour nous, mais il y a personne encore qui en parle. Donc il y a personne sur les réseaux sociaux qui fait ça. Il faut que tu y ailles et que tu sensibilises». Alors on a commencé à réfléchir à un nom et comme je lui avais raconté un peu mon histoire avec, le fait qu'on se moquait toujours de moi à l'école en disant: «Comment ça Noir et Psy, Tom, tu vois que ça donne pas». Il m'a dit: «Mais justement ce nom-là, c'est ça que tu dois mettre. Tu dois appeler ta page Noir et Psy». J'ai dit: «Franchement, tu es sûr?» Il m'a dit: «Mais c'est ce qu'on te dit tout le temps, Noir et Psy, ça ne donne pas». Donc finalement, oui, ce nom-là s'est un peu imposé comme, étant le nom qu'il fallait. Donc j'ai créé la page. J'avais créé d'abord une autre page en 2014, je crois, où je sensibilisais un tout petit peu, mais comme je connaissais pas trop les réseaux, j'ai pas été trop active. J'ai fermé cette page-là et c'est en 2016 que j'ai créé Noir et Psy, qui était la page qui sensibilisait sur la santé mentale et la psychologie dans les communautés africaines. Et j'ai créé un blog, donc j'écrivais beaucoup. J'avais plein d'articles sur les problèmes de famille, les problèmes de couple. Je donnais des conseils. Et il avait eu raison, mon ami là, de me dire ça, parce que quand j'ai commencé sur Facebook, au début, il y avait la curiosité. Ah oui, c'est vrai, ce que la dame dit, c'est vrai, mais personne ne savait qui était derrière Noir et Psy, parce que je ne m'étais pas dévoilée, j'avais utilisé un pseudo, il n'y avait pas ma photo, on ne savait pas qui c'était. Donc, il y avait des gens qui commençaient à apprécier, qui me posaient des questions. Et puis, à un moment donné, je me suis rendu compte que il commençait à y avoir aussi une vague d'agressivité. Il y avait certaines personnes qui étaient très agressives et qui me disaient: «Oui, mais tu n'es pas une vraie Africaine. Une vraie Africaine ne parle pas de psychologie. C'est à cause des gens comme vous, qu'on nous colonise et tout». Je disais: «Mais c'est quoi ça? C'est quoi ces histoires? Qu'est-ce que ça a à voir avec mon message?» J'essaie simplement de démystifier, la santé mentale. Je communique sur les problèmes qu'on a dans nos communautés. Pourquoi? C'est quoi ce retour? Et j'ai appris quelque chose. C'est là où j'ai rencontré une dame sur les réseaux sociaux, je l'avais jamais vue. Elle me suivait, elle m'a écrit, elle vivait en France. Elle vivait en France et quand je parlais avec elle, c'est elle qui m'a expliqué, elle m'a dit: «Écoute, toi, tu es de la première génération d'immigrants en Belgique. Nous ici, nous ne sommes pas la première génération, on en a la deuxième, troisième génération. Nous sommes nés ici, on a grandi ici. Donc toi, par exemple, quand tu parles des cultures africaines, de préserver les cultures, beaucoup d'entre nous ici n'ont connu que le mauvais côté des cultures africaines. C'est pour ça qu'ils rejettent ça, parce qu'ils ne connaissent même pas ces cultures-là. Donc elle m'a aussi permis de comprendre que quand on parle de communauté africaine, la communauté est très diversifiée. On n'a pas le même parcours d'immigration, on n'a pas les mêmes réalités. Donc, ce que moi je disais, ça résonnait beaucoup plus aux personnes immigrées comme moi, qui étaient de la première génération en fait. Parce qu'elles avaient grandi dans leur pays, il y avait des choses dans lesquelles elles se reconnaissaient, mais ça ne résonnait pas forcément avec d'autres personnes qui peut-être n'étaient jamais allées dans leur pays d'origine et qui ne connaissaient de leur culture que ce que leurs parents avaient voulu bien transmettre et qui parfois n'étaient pas, les éléments culturels les plus positifs, tu vois? Donc à ce moment, je me suis dit: «Waouh, en fait, il faut que je commence à réfléchir à comment sensibiliser parce qu'on n'a pas les mêmes réalités» et je perdais beaucoup mon temps à m'expliquer dans les commentaires: «Non, ce que j'essaie de dire, c'est ça», mais ça passait pas. Ça ne passait pas jusqu'à ce que je comprenne que on ne vit pas les mêmes réalités. Donc il y a des personnes que je peux pas sensibiliser parce que elles vont pas comprendre mon message. Elles n'ont pas les clés, elles n'ont pas peut-être les connaissances suffisantes pour se dire que, OK, dans les cultures, il y a peut-être certaines choses qui sont bien, certaines choses qui sont pas bien. Donc ça a été l'une des premières choses que j'ai apprises, qu'il faut faire attention au fait que nous sommes très diversifiés en tant que communauté. Autre chose aussi que souvent les gens disent, hein, sur les réseaux sociaux par rapport à la psychologie, l'une des critiques que j'ai souvent lues, c'est: «Oui, mais nous, on n'avait pas besoin de psy, hein, nos parents n'avaient pas besoin de psy» et c'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais il faut savoir que la psychologie, le psychologue, ce n'est pas une formule magique, ce n'est pas la solution miracle, c'est juste l'une des ressources qu'on peut utiliser. Tu peux aller parler à ton pasteur, ça va t'aider. Parler à ta communauté peut-être, culturelle, ça va t'aider, à un leader.
culturel ou même à ta famille, à des amis. On a plein de ressources autour de nous. Et le psy, c'est juste une ressource additionnelle. Si tu veux bien, ce n'est pas forcé, ce n'est pas obligatoire. Et il faut se dire aussi que on a beaucoup de souffrances dans nos communautés. Et comme parfois on n'a pas la culture du parler du problème en public, parce qu'il faut protéger la famille, parce qu'il faut pas mettre la honte sur les gens, on ne lave pas son linge sale en famille. Ben, il y a plein de gens qui souffrent et qui meurent en silence parce qu'elles n'osent pas parler. Mais ces personnes-là, elles vont faire comment? Si le problème vient de la famille, tu vas pas leur dire d'aller se confier à la famille. S'ils n'ont pas d'amis, ils vont faire comment? S'ils vont même pas à l'église, ils font comment? Donc, pour certaines personnes, les professionnels, c'est important parce que c'est peut-être la seule ressource à laquelle elles ont accès. Donc, oui, on peut aller consulter un psy si on veut, si on a les moyens, si c'est accessible, ça peut nous aider. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'on est allé consulter, ça règle tous nos problèmes ou que toutes les autres ressources qu'on a autour de nous ne vont pas aider. Parce qu'il faut faire aussi la différence entre conseiller quelqu'un et soigner quelqu'un. Ce n'est pas la même chose. Les professionnels de la santé mentale soignent. Et pour soigner, il faut connaître les maladies mentales. Il faut connaître la santé mentale aussi, la détresse psychologique, savoir faire des diagnostics parfois, faire de la psychothérapie. Ça s'apprend à l'université. On ne peut pas s'improviser un expert en santé mentale sans avoir étudié d'ailleurs ce domaine-là. Et même quand on sensibilise, il y a des manières de sensibiliser. Parce que quand tu sensibilises, tu peux ouvrir des blessures. Qu'est-ce que tu proposes après? Un professionnel, il sensibilise parce qu'il sait que s'il y a une blessure qui est ouverte et la personne a besoin d'aide, il peut directement intervenir ou il peut orienter. Donc, je pense que oui, on est tous d'accord sur le fait que les psychologues, et je l'ai toujours dit, ne sont pas les professionnels de référence dans toutes les cultures et c'est pas un problème, ça s'entend même très bien. On ne va pas demander, par exemple, à un Allemand ou à un Français qui est au Cameroun d'aller voir un tradit praticien quand il dit qu'il a besoin de parler à quelqu'un. Il va dire non, non, moi je préfère un psychologue parce que ça fait plus de sens pour moi. Donc oui, chaque culture a ses propres référents, a sa manière de conseiller, de soigner et d'intervenir. Mais quand on n'a pas ça, quand ces ressources-là ne sont pas disponibles, on fait comment? Est-ce qu'on va dire aux gens, reste avec ta souffrance, reste avec ta douleur parce qu'il faut pas aller voir un psy? Je pense pas. Je ne pense pas. Et d'ailleurs, on parle beaucoup de psychologie interculturelle. Ça a commencé aussi à émerger à un moment donné. On parle d'approches qui sont sensibles culturellement. Pourquoi? Parce que, par exemple, je me souviens une fois, j'ai une dame qu'un médecin voulait me référer parce qu'elle voulait parler à un professionnel de la santé mentale qui était d'origine africaine. Alors, le médecin m'a appelé, dit, Voyane, est-ce que tu as de la place? J'ai quelqu'un pour toi. J'ai dit, OK, j'ai appelé la dame. La première question qu'elle m'a posée, c'est d'où je viens. Et quand j'ai dit du Cameroun, elle m'a dit, non, non, je préfère quelqu'un qui vient du Rwanda. Je lui ai demandé pourquoi. Elle m'a dit, parce que je veux quelqu'un qui a vécu la guerre. Vous pouvez comprendre peut-être, mais je veux quelqu'un qui a aussi vécu ça. Et j'ai compris la dame. Je l'ai comprise et je l'ai référée chez quelqu'un d'autre que je connaissais dans mon réseau. Donc, il suffit pas d'être forcément de la communauté pour être la bonne personne. Tu peux même être de la même communauté que la personne qui recherche de l'aide, mais il y a quelque chose qui va faire la différence. Peut-être pas du même pays, peut-être pas la même expérience culturelle et tu ne seras pas le bon matching. Il faudra chercher quelqu'un d'autre. Donc, c'est très, comment je vais dire ça, l'aide aux personnes, la santé mentale, le soin, tout ce qu'on peut donner aux personnes qui sont en souffrance, tout ce qu'on peut leur offrir comme soutien, ça dépend, ça se construit. Il n'y a pas une seule manière d'intervenir. Il n'y a pas une seule façon d'aller bien. Parce qu'il n'y a pas une seule manière de souffrir. Il y a plusieurs façons de souffrir. Et même la même personne peut aller consulter un psy et puis aller à l'église et puis voir ses amis. Donc, on a plusieurs ressources qu'on utilise tous les jours autour de nous. Et c'est important qu'on arrive à comprendre aujourd'hui que oui, nous souffrons tous. Peu importe la culture, d'où on est originaire, on peut souffrir aussi face à des difficultés de la vie. On peut avoir besoin de parler à un professionnel de manière confidentielle. On peut avoir besoin d'être écouté après un deuil, après un divorce où on vit une situation difficile,
on vit avec une femme ou un homme qui nous abuse, on a besoin d'aide. Oui, on peut aller consulter pour qu'on nous aide à préparer peut-être notre départ, pour qu'on nous aide à peut-être améliorer notre capacité à gérer les conflits, à gérer les émotions, même au niveau de la parentalité. Dans nos communautés aujourd'hui, on a plein de parents qui savent même plus comment éduquer les enfants entre deux cultures. Tu ne sais plus qu'est-ce que tu transmets, qu'est-ce que tu ne transmets pas. Et même les enfants eux-mêmes qui sont perdus. Ils savent plus, je suis de quel pays, je suis d'ici, je suis de là-bas. Quand je suis là-bas, on me dit que je suis d'ici. Et quand je suis d'ici, on me dit que je suis de là-bas. Donc, il y a des problèmes identitaires. Il y a des problèmes de santé mentale. Il y a des problèmes même familiaux. Des guéguerres entre les membres d'une même famille qui créent des dépressions. Et puis les gens sont dans les maisons, enfermés dans les maisons. Ils n'en parlent pas parce qu'ils ont honte, parce qu'ils ont peur qu'on va se moquer d'eux. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc, pour moi, aujourd'hui, et d'ailleurs, depuis que j'ai commencé à sensibiliser, le plus important, c'est que nous comprenions dans notre communauté que oui, les psys ne sont pas les professionnels de référence parce que dans notre cadre culturel, on s'est organisé autrement. Mais aujourd'hui, là, on peut aussi intégrer la psychologie. Du moment où elle intègre nos approches culturelles, oui, on peut intégrer ça à notre système de soins, à notre système d'aide. Il ne faut pas laisser les gens souffrir comme ça. Et je dis encore, juste donner des conseils, ce n'est pas soigner. Soigner, ça prend d'être un professionnel. Parce que si tu ne sais pas ce que c'est, par exemple, que la psychopathologie, tu vas aller faire du mal à quelqu'un en pensant que tu aides la personne. Tu vas t'improviser, conseiller en santé mentale ou bien thérapeute et tu ne vas pas savoir comment intervenir et en voulant aider, tu vas faire du mal. Donc, dans le domaine de la santé et de la santé mentale, c'est des domaines qui sont très sensibles. On ne peut pas improviser. On peut conseiller, oui. On peut faire de la prévention, oui. Mais quand il s'agit d'intervenir, guérir, soigner, ça prend quand même pas mal de professionnels. Et je vois qu'il y en a de plus en plus. C'est une très bonne chose. Et voilà. Et comme je dis, il n'y a pas que les psys. Il y a aussi d'autres ressources. Donc voilà ce que j'ai déjà fait jusqu'aujourd'hui, ce que je continue encore à faire pour la santé mentale. J'ai écrit même 3 livres d'ailleurs. Le premier était sur la monoparentalité, comment gérer la séparation. Le titre du livre, c'est «Mères célibataires africaines». Le deuxième était sur les blessures d'enfance, c'est-à-dire comment guérir nos blessures d'enfance? Faut-il pardonner ou non à nos parents? Qu'est-ce que nous pouvons mettre en place pour guérir nos blessures? Et mon troisième livre, c'était «Noir et psy». C'était vraiment expliquer tout ce que j'ai expliqué, dans mes précédentes vidéos, en quoi est-ce que la santé mentale et la psychologie est vraiment importante pour nos communautés, quelles sont les approches qui peuvent nous aider, comment on peut nous aider nous-mêmes. Donc voilà et et aujourd'hui, bon, en ce qui concerne ma carrière, je fais beaucoup de choses, je fais beaucoup de choses. Quand j'ai du temps, je suis professeure de psychologie, je donne des cours à l'université. Je suis également chercheur, donc je fais de la recherche, en santé mentale, en psychologie. J'ai fait aussi, de la recherche sur les approches d'intervention qui peuvent être cohérentes avec, nos référents culturels parce que il suffit pas d'aller consulter. Parfois, si tu vas consulter un thérapeute, son approche peut ne pas te convenir parce que peut-être ces outils-là n'ont pas été pensés selon toi, tes référents culturels. Sachant que tu peux être d'origine africaine, mais avoir des référents culturels occidentaux. Donc ça n'a absolument rien à voir avec la couleur de peau, l'origine ethnique, ça a à voir avec toi, quels sont les référents que tu as dans la tête, comment tu vois la vie, qu'est-ce qui fait du sens pour toi. Et parfois, tu peux aller voir un thérapeute, il est très bon, mais son approche ne te convient pas parce que ça ne te parle pas sur le plan culturel. Et ce dont on a le plus besoin aujourd'hui, c'est pas forcément d'avoir plus de psy, c'est aussi de faire de la recherche, de savoir quels sont les besoins des populations cibles, d'identifier comment on peut maintenant les aider. Parce qu'il n'y a pas d'intervention générique qui va correspondre à tout le monde. Non, 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 non. C'est la recherche, en fait, qui a permis qu'aujourd'hui, on ait des stratégies, qu'on ait des approches en psychologie, en psychothérapie. C'est le fruit de la recherche. Et malheureusement, dans nos communautés, il y a pas beaucoup de chercheurs, les gens font pas beaucoup la recherche, alors que c'est de là que part vraiment la connaissance et les outils, qui sont adaptés aux besoins des différentes populations cibles. Donc moi, c'est ce que je fais aussi et je travaille comme, directrice de service clinique dans une, grosse organisation de santé mentale
Et qu'est-ce que je fais encore? Je fais de la psychothérapie, je fais plein de choses. Donc je suis vraiment une professionnelle qui a plusieurs casquettes, mais tout ça tourne autour d'une chose qui est la santé mentale, qui est la psychologie. Parce que comme je l'ai dit déjà au départ, c'est une douleur qui m'a amenée là. C'est une souffrance, c'est un traumatisme qui m'a amenée à vouloir devenir psychologue. Et aujourd'hui, je suis finalement devenue la thérapeute que j'aurais voulu avoir quand j'ai perdu mon père. Donc, je suis devenue cette thérapeute-là qui peut aider les personnes en souffrance parce que j'arrive, via ma formation, via mon expérience, via ma propre souffrance aussi, à pouvoir mettre des mots sur leur manière particulière de souffrir. Donc, aujourd'hui, mon message à ma communauté, c'est quoi? C'est vraiment, si c'est possible pour vous, allez consulter des professionnels qui pourront vous aider sur votre santé mentale, sur votre bien-être, si c'est accessible. Si ce n'est pas accessible, suivez des podcasts, achetez des livres et surtout abonnez-vous à ma chaîne parce que je vais vous donner pas mal de stratégies. On va discuter de différentes problématiques qu'on peut rencontrer dans notre communauté et moi, je vous donnerai quelques orientations, quelques outils que vous pouvez utiliser au quotidien pour aller mieux. Parce que la santé mentale est très importante. Peu importe d'où on vient, peu importe où on vit, il arrive un jour ou l'autre où on a besoin de quelqu'un pour nous tenir la main, pour nous consoler, pour nous dire, tu sais, ne t'inquiète pas, ça va aller mieux, je te comprends, aie confiance en la vie. Donc voilà ce que je vous propose sur ma chaîne et je vous dis d'ores et déjà, bienvenue.